15h au Caire, l'heure du journal de la télévision égyptienne. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à nos émissions au journal. Et on commence tout de suite par les principaux titres de l'actualité. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit son homologue angolais, João Lourenço, président en exercice de l'Union africaine. La secrétaire générale d'Amnesty International dénonce que le monde assiste à l'électricité rétablie en Espagne et au Portugal, permettant un retour progressif à la vie normale dans les deux pays. À la une de l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui son homologue angolais, João Lourenço, président en exercice de l'Union africaine. Une cérémonie d'accueil officielle a été réservée au président angolais. Ensuite, les deux chefs d'État ont passé en revue la garde d'honneur et les hymnes nationaux des deux pays ont été joués. Les deux présidents ont ensuite tenu un tête-à-tête suivi d'une séance de discussion élargie avec la participation des délégations des deux pays. Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les divers domaines. Les deux côtés ont également examiné les mécanismes nécessaires pour soutenir le travail de l'Union africaine et promouvoir l'intégration interafricaine. Les efforts déployés en faveur de la paix et la sécurité en Afrique ont également fait sujet d'examen. Le président el-Sisi et son homologue angolais ont ensuite assisté à la signature de nombre d'accords et de mémorandums d'entente entre les deux pays. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré que l'État poursuit son processus de réforme économique afin de promouvoir le processus de développement et optimiser l'environnement de l'investissement. Lors d'une conférence de presse tenue à la suite de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, M. Madbouli a indiqué que les prévisions de la croissance économique en Égypte sont positives et en progression malgré l'incertitude que connaît l'économie mondiale. M. Madbouli a d'autre part précisé que le taux de chômage a baissé de 6,6%. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a souligné l'engagement total de l'Égypte à soutenir l'unité et l'intégrité territoriale de la Somalie et de ses institutions nationales. Lors d'un appel téléphonique avec le nouveau chef de la diplomatie somalienne, Abdel Salem Abdi, M. Abdelghati a également affirmé que l'Égypte soutient les efforts déployés pour récupérer la sécurité et la stabilité en Somalie, vu leur importance majeure pour la paix et la sécurité dans la Corne d'Afrique. M. Abdelghati a aussi mis l'accent sur les liens fraternels reliant le Caire à Mogadiscio et la profondeur des relations égypto-somaliennes déjà promues en janvier au niveau de partenariat stratégique. M. Abdelghati a par ailleurs souligné l'importance de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines politiques et économiques. 5 Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés dans des bombardements de l'occupation israélienne à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza. Ceci intervient alors que la situation humanitaire se détériore tous les jours avec la pénurie de la nourriture et de l'eau potable. Pour le 99e jour consécutif, les forces de l'occupation poursuivent ces opérations sur Jenin et son camp de réfugiés Tulkarem et le camp de Nour Shams. Entre-temps, l'escalade militaire de l'occupation israélienne se poursuit au territoire occupé. Le représentant de l'Égypte auprès de la Cour internationale de justice, l'ambassadeur Hatem Abdelkader, a indiqué que les flagrantes violations israéliennes du droit international humanitaire perpétrées dans les territoires palestiniens font part d'une grande série de procédures systématiques visant à imposer la politique du fait accompli et annexer les territoires palestiniens. Lors d'une plaidoirie verbale devant la Cour internationale de justice, le représentant de l'Égypte a souligné qu'Israël est responsable de faire entrer les aides humanitaires dans la bande de Gaza. L'ambassadeur Abdelkader a aussi affirmé que le rôle de l'UNRWA est indispensable dans les territoires palestiniens.
En préface du rapport annuel de l'Organisation sur les droits humains dans le monde publié aujourd'hui, la secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Callamard, a dénoncé que le monde assiste sur ses écrans à un génocide en direct commis par Israël dans la bande de Gaza, faisant des habitations, des moyens de subsistance, des hôpitaux et des établissements scolaires. Le rapport d'Amnesty souligne également que près de 1,9 million de Palestiniens, soit 90% de la population gazaoui, a été déplacée depuis le début de l'agression et accuse Israël d'avoir provoqué délibérément une catastrophe humanitaire sans précédent. 9 personnes ont été tuées dans des affrontements entre les forces de sécurité syriennes et des combattants de la minorité druze à Jaramana, dans la banlieue de Damas, sur fond de tensions confessionnelles, selon un nouveau bilan mardi d'une ONG. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le SDH, les autorités religieuses druzes locales ont vivement dénoncé l'attaque armée injustifiée contre Jaramana, qui a visé les civils innocents, faisant assumer aux autorités syriennes l'entière responsabilité de ce qui s'est produit et de toute aggravation de la situation. Le ministère de l'Intérieur a souligné aujourd'hui l'importance de respecter l'ordre public et de ne pas se laisser entraîner dans des actions qui perturberaient l'ordre public. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a dit à son homologue russe Sergei Lavrov qu'il était temps de mettre fin à une guerre insensée en Ukraine, selon un communiqué publié hier. Les États-Unis sont déterminés à faciliter la fin de cette guerre. L'Ukraine et la Russie se sont attaqués mutuellement hier soir avec des drones explosifs, faisant au moins 3 morts après plus de 3 ans d'invasion russe qui a fait des dizaines de milliers de victimes. En attendant un éventuel arrêt des combats pour mettre fin à l'invasion russe, les frappes se poursuivent. Une attaque ukrainienne de drones a tué 2 civils et blessé 3 autres, dont un grave, dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine. Des soldats indiens et pakistanais ont échangé des coups de feu au Cachemire pour la 5e nuit consécutive, a déclaré aujourd'hui l'armée indienne, une semaine après qu'un attentat meurtrier a enclenché une escalade entre les 2 puissances nucléaires. Tout de suite, les détails. Comme lors des nuits précédentes, l'armée indienne a rapporté que les troupes pakistanaises avaient ouvert le feu à l'arme légère sur ses positions proches de la ligne de contrôle au Cachemire, frontière de facto entre les 2 pays. L'armée indienne a indiqué que ses troupes avaient répondu de manière mesurée et efficace à la provocation. New Delhi n'a fait état d'aucune victime. Il n'y a pas eu de confirmation immédiate de la part du Pakistan. La tension entre l'Inde et le Pakistan est à son comble depuis l'attaque menée le 22 avril par des hommes armés à Pahalgam, au Cachemire indien, qui a fait 26 victimes. Sans attendre de revendications, New Delhi a imputé à Islamabad la responsabilité de cette attaque la plus meurtrière visant les civils, commise dans la région à majorité musulmane depuis plusieurs décennies. Le Pakistan a démenti toute implication et a réclamé une enquête neutre sur ces circonstances. Les 2 pays ont lancé des représailles l'un contre l'autre et ont ordonné la fermeture de la frontière. L'Inde a fixé à mardi la date limite pour le départ des citoyens pakistanais de son territoire. Des analystes craignent que les déclarations belliqueuses ne débouchent sur une éventuelle action militaire. Le Cachemire, à majorité musulmane, a été partagé entre l'Inde et le Pakistan à leur indépendance en 1947. Les 2 voisins continuent depuis à réclamer la souveraineté sur l'ensemble du territoire. Depuis 1989, les combats entre insurgés séparatistes et troupes indiennes ont fait des dizaines de milliers de morts. L'électricité a été rétablie dans la quasi-intégralité de l'Espagne et du Portugal ce matin, permettant un retour progressif à la vie normale dans les 2 pays touchés lundi par une coupure géante qui a duré jusqu'à 10 voire 20 heures selon les régions. Un commentaire. Le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez a salué mardi matin sur X qu'après une nuit intense, ils ont réussi à rétablir l'électricité pour satisfaire 99%
de la demande, félicitant une nouvelle fois les concitoyens pour leur responsabilité et leur civisme. Le gestionnaire portugais REN a de son côté assuré mardi matin que le réseau électrique du pays était parfaitement stabilisé et que les 6,4 millions de clients portugais étaient fournis en électricité. Cette panne géante est survenue vers 10h30 GMT lundi et pourrait avoir eu des conséquences jusqu'à Groenland, dont une partie a été privée lundi soir de tous ses moyens de communication. Téléphone, SMS, Internet, en partie gérés depuis l'Espagne. Lundi soir, le directeur des opérations du gestionnaire du réseau espagnol REE a toutefois, devant la presse, commencé à avancer quelques explications évoquant une forte oscillation des flux de puissance accompagnée d'une perte de production très importante. Il a ajouté que cette perte de production a dépassé la perturbation de référence pour laquelle les systèmes électriques sont conçus et exploités dans l'ensemble de l'Union européenne. Et en conséquence, il y a eu une déconnexion du système électrique péninsulaire espagnol du reste du système européen, précisant que cette déconnexion avait entraîné l'effondrement du réseau espagnol et du portugais dans la foulée. Le retour du courant a permis de rétablir le trafic ferroviaire sur plusieurs grands axes dont Madrid-Séville et Madrid-Barcelone, selon la compagnie nationale RANF. Le trafic reste cependant suspendu sur plusieurs autres grands axes, les autorités ayant donné la priorité au rétablissement des trains suburbains. Au Canada, le Parti libéral de Mark Carney a remporté hier les législatives selon les projections des médias locaux après une campagne centrée sur les menaces du président américain Donald Trump contre le pays. Les résultats du vote encore préliminaires ne permettent toutefois pas de déterminer si le Premier ministre disposera d'une majorité au Parlement. Il y a quelques mois encore, la voie semblait toute tracée pour permettre aux conservateurs canadiens emmenés par Pierre Poilievre de revenir aux affaires après 10 ans de pouvoir de Justin Trudeau. Mais le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et son offensive inédite contre le Canada à coups de droits de douane et de menaces d'annexion ont changé la donne. À Ottawa, où les libéraux sont réunis pour la soirée électorale, l'annonce de ces premiers résultats a provoqué une salve d'applaudissements et des cris enthousiastes. On commence notre page sportive par la Coupe du monde de gymnastique. Les athlètes de l'équipe nationale de gymnastique ont remporté 5 médailles lors de leur participation à la Coupe du monde tenue au stade du Caire. Omar Al-Arabi a remporté une médaille d'or, barre parallèle et une médaille de bronze. Les anneaux, Jana Mahmoud a remporté une médaille d'or, le sol, tandis que Joudi Abdallah a remporté 2 médailles de bronze, cheval d'arçon et la poutre. Ce tournoi constitue la finale de la série de la Coupe du monde 2025 sous la supervision de la Fédération internationale de gymnastique. On passe au championnat d'Italie. 8 jours après sa victoire face à l'Inter Milan, Bologne a dû se contenter d'un nul 0 partout sur le terrain de l'Udinese hier lors de la 34e journée du championnat. Bologne n'a pas trouvé la solution face à l'Udinese qui restait pourtant sur 5 défaites de suite. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments sur la télévision égyptienne.